Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes dans le département de Rufisque, à Tivaouane Peulh, plus précisément au lycée de Tivaouane Peulh, avec le proviseur de ce lycée, M. Mbaye Ndiaye. Donc, bonjour proviseur. Bonjour M. Sarr, bienvenue au lycée Tivaouane Peulh. Merci beaucoup proviseur. Merci. Merci. Et nous vous l'avons promis, chers téléspectateurs, nous irons partout où il y a des établissements scolaires, Inch'Allah. Donc, pour vous montrer les réalités du système éducatif, pour vous montrer aussi le travail donc, de ces vaillants guerriers qui sont sur le terrain. Donc, je dis vaillants guerriers parce qu'on a dû souffrir avant d'arriver au lycée Tivaouane Peulh. Donc, n'est-ce pas, avec beaucoup de sable. Donc, il n'y a pas de route qui mène jusqu'ici. Et c'est très compliqué de venir jusqu'ici. C'est une zone qui est complètement en chantier. Et nous avons même vu que même l'école, on a l'impression que c'est une école qui est toujours en chantier. Oui, n'est-ce pas? C'est une école qui existe depuis quand, proviseur? L'établissement dit Tivaouane Peulh était un ancien collège d'enseignement moyen créé en octobre 2004 pour l'année scolaire 2004-2005 et qui a évolué en lycée à partir d'octobre 2014. Donc date de mon arrivée d'ailleurs ici. Parce que vous le savez, auparavant j'étais censeur au lycée de Pikine. Effectivement. C'était donc un collège d'enseignement moyen qui a connu une croissance très rapide. Et pour face à l'exode des élèves qui allaient vers Kermassar et Rufisque et ailleurs, Sangalkam ou Bambilor, certainement les autorités ont commencé à en faire un cycle secondaire qui a évolué et est devenu lycée à partir d'octobre 2014. Ok. Et en termes d'effectifs, vous en êtes à combien actuellement? Nous sommes aujourd'hui à plus de 1770 environ élèves répartis de la 6e à la terminale. Ok, c'est un lycée à cycle long. À cycle long, voilà. Nous avons au niveau du moyen 13 classes, dont 3 en 6e, 3 en 5e, 3 en 4e et 4 en 3e. Et nous avons au niveau du second cycle 16 classes. Ce qui fait que nous avons un total de classes pédagogiques de 29 classes pédagogiques, donc 13 du moyen, 16 du secondaire, dont les terminales L', L2 et S2. Mais il faut dire que nous n'avons pas de première S, nous n'avons pas de S1 pour des raisons liées aux difficultés à enseigner et à la qualité aussi des ressources humaines qu'il faut pour cette série. Ok. Ça veut dire que vous manquez d'enseignants. Nous avons un manque d'enseignants et de classes, puisque sur les 29 classes pédagogiques, les classes, il n'y a que 12, il nous faut 12 classes de hautes. Nous n'avons que 17 classes physiques. Si on y ajoute la nouvelle classe construite cette année, la salle 19, par l'effort de l'établissement, avec les ressources tirées des inscriptions. Il y a quand même au point de vue des ressources humaines une notable amélioration. Il reste encore quelques déficits environ, notamment en philo, normalement en espagnol aussi, et en histoire géo. Mais pour le reste, la situation quand même des ressources humaines s'est notablement améliorée. Surtout avec l'arrivée d'une dizaine d'agents pour la rentrée de 2020-2021. D'accord, donc je le disais tout à l'heure, on a l'impression que l'école est toujours en chantier. Absolument. Donc vous en êtes à combien de salles physiques? Voilà, nous avons actuellement... Salles de classe. Comme salle de classe, on a environ 18 classes physiques. Puisque l'une... Pour combien de classes pédagogiques? 29. C'est-à-dire que l'une devait être une salle informatique. C'est pourquoi nous avons dit finalement 17. Parce que c'est 17 en réalité qu'on devait avoir. L'autre devait être exclusivement une salle informatique. Donc environ, nous avons actuellement 29 cours pédagogiques de la 6e à la terminale pour les 17 classes physiques. Donc ces salles-là sont toujours en construction apparemment. Bon, enfin, c'est-à-dire que si nous prenons le bloc en face de nous, les salles 16, 17 et 18, c'est des salles qui ont hérité de l'ancienne gestion. Quand je suis arrivé en octobre 2014, il n'y avait pas encore quelque chose. Je vais vous montrer les photos, les images de ce que c'était. Donc c'était vraiment un chantier inachevé. Et nous avons dû prendre des photos pour montrer que c'était vraiment un chantier inachevé. Les classes n'étaient pas encore utilisées. D'accord. Et il a fallu, à partir de 2017, faire un effort interne pour terminer, faire les toitures, faire les enduits intérieurs, faire les tableaux et chercher des carcasses de tableaux pour les mettre là. C'est les salles 16, 17 et 18, sur fond propre de l'établissement. Nous avons quand même récemment relancé une correspondance au niveau de la DCS pour qu'on puisse nous construire au moins un bloc administratif et une autre salle de classe
pour pouvoir transformer le bloc administratif actuel en nouvelle salle de classe. Car là où nous sommes, c'est une salle de classe qu'on a légèrement modifiée, avec un cloison entre nous, le provisorat et le censorat. À part de ce schéma, donc, on gagnerait 2 classes et le bloc administratif. Donc, chers téléspectateurs, pour vous, nous avons fait un tour de l'établissement avec lui, le proviseur qui nous reçoit aujourd'hui. Donc, nous avons vu voilà, tout ce qu'il est en train d'expliquer, ces salles qui, jusqu'à présent, sont inachevées. Donc, voilà, d'habitude, quand on parle donc de l'école, au niveau de la région de Dakar, on a tendance à prendre des établissements comme Seydou Nouroutal avec Anikoli, relativement nanti. Au passage, voilà, comme référence. Mais aujourd'hui, c'est un autre type d'établissement qu'on a du mal même à imaginer dans la région de Dakar. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, comment vous vivez ça? Bon, nous essayons de faire avec, en essayant d'avoir des solutions imaginatives. Vous savez, par exemple, il y a le problème de l'eau aussi, que je n'ai pas dit, que nous étions alimentés en eau par le puits. Et il a fallu des efforts que l'autorité administrative, le sous-préfet de Bambilor, que nous saluons au passage, l'autorité académique, l'inspecteur d'académie Mamadou Diop et son secrétaire général et l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sangalkam, grâce à eux et au mouvement aussi, les élèves ont eu à avoir un mouvement d'humeur. Tout ça a permis finalement de trouver un branchement en eau qui a été fait à partir de décembre, en fin décembre 2020. Alors vous avez parlé de l'IA, M. Diop. On en profite pour lui dire un bonjour à l'IA de Rufisque. Nous avons fait une émission avec lui et nous avons parlé donc de toutes ces spécificités de Rufisque, qui est une zone en construction, n'est-ce pas? Les gens habitent de plus en plus pleine croissance démographique. Suite au lendemain notamment du projet le BRT, le bus rapide transit de Guédiawaye, et le TER, le train express, il y a un basculement démographique dans les zones qui ont encore quelques réserves foncières dans le département de Rufisque. Et ce qui fait qu'on a... Et vous, vos élèves viennent d'où? Principalement, ils sont polarisés. Ici, le lycée polarise les CM de Nyakourab, le CM Nyak et le CM Apix. Mais nous avons aussi l'arrivée dans la zone de beaucoup de transferts, surtout dû à de nouveaux résidents. Les nouvelles cités comme cité des enseignants qui sont derrière, cité Sokabek ou Taoufek. Il y a aussi derrière la cité gendarmerie et Safko et Nyakourab. Il y a énormément de nouvelles installations. La cité Babacar Kama aussi qui est à côté. Donc tous ces nouveaux résidents souvent transfèrent leurs enfants de Pikine, Guédiawaye et même parfois de Dakar pour les amener vers le lycée. Ce qui fait qu'on a réellement un problème pour accueillir les gens. Cette année, pratiquement en 6e, on a été obligé parfois même d'avoir des classes qui atteignent 90 à 100 élèves. Ce qui est pratiquement devenu la règle. Alors que nous avons un réel problème de tablement, de mobilier et autres. Les mobiliers nous manquent. Malgré, il faut le saluer, l'effort du conseil départemental qui nous a envoyé une trentaine de tables, l'achat par l'établissement d'une trentaine de tables à la menuiserie Les Compagnons de Montfort, de l'établissement l'Institut Saint-François d'Assise de Tivaouane-Peulh. Et malgré tout, le déficit persiste. Il faudra alors aller encore vers d'autres efforts les années à venir. On a même en projet une nouvelle classe et certainement, avec l'aide de la DCS, nous pourrons certainement relever les défis. Et au niveau des autres partenaires de l'éducation, comme la Sonatel, excusez-moi de la publicité... Nous n'avons pas quand même eu encore une action significative. Nous n'avons pas bénéficié quand même pour le moment d'une action significative de ces partenaires, notamment la Fondation du secteur privé pour l'éducation. Je pense que l'IA Diop a une nouvelle politique pour redynamiser le partenariat. Bon, nous espérons que cette redynamisation du partenariat aura des retombées positives pour nos établissements, en particulier notre lycée, le lycée Tivaouane-Peulh. Vous parliez tout à l'heure des professeurs, des enseignants. Donc, vous n'avez même pas de série scientifique de première S1. On a des S2. On a des S2, on n'a pas de S1. Donc, parce que vous n'avez pas les enseignants. Et puis aussi, il y a les enseignants. C'est vrai qu'il y a des enseignants ici en S, mais il y a le problème aussi du local. Il faudrait peut-être avoir assez de classes pour mettre une dizaine d'élèves, même parfois moins, dans une classe à elle seule. Ce qui fait que le choix de S1 pose un problème de rationalisation des ressources et des locaux. Donc on n'a pas aujourd'hui les moyens d'accueillir cela. On est obligé parfois de laisser les brillants éléments de S qui vont aller faire S1 au niveau de Kermassar et autres. Il y a quand même le projet de nouveau lycée, il faut peut-être qu'on en parle. Le nouveau lycée qui doit être localisé à l'entrée, le nouveau site qui a été choisi
Parce qu'avant, il y a eu un site qui a l'objet de contentieux, un site contentieux au niveau de l'ex-toll américain qu'on appelle près de la Namora, qui n'a pas fait l'objet vraiment de consensus dans la communauté, entre les autorités et aussi la communauté d'accueil, les gens de Tivaouane Peulh, les maraîchers notamment, se sont opposés à ce que le lycée soit construit dans l'ancien site, le site appelé Namora. Okay. Finalement, il a été choisi un autre plan, un plan B, c'est à l'entrée de Tivaouane Peulh. Le maire est attendu pour envoyer le plan cadastral et autres, afin que les travaux puissent démarrer. Et la DCS est disposée en tout cas à nous construire, avec la coopération française, l'AFD, notamment, l'Agence française pour le développement et la coopération française. Donc je crois, on ciblé, le lycée là devrait faire partie des lycées qu'ils ont décidé de financer. Okay. Dans le cadre, je crois, du PADES, le programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal. D'accord. Et au niveau des résultats, donc aux différents examens, au BFM, au bac, durant les 3 dernières années, est-ce que par exemple, si vous donnez des indicatifs, au BFM, les résultats, les taux d'admis sont passés de 37,58% en 2018 à 66% en 2020 pour le BFM. Et pour le bac, les résultats sont passés de 2017-2018 de 34,76% à 61%. Donc il y a eu une progression relativement significative des résultats. Et comment vous expliquez cette progression? Par la motivation des enseignants, l'encadrement aussi du personnel, le travail du personnel administratif et de la détermination des élèves et des parents aussi qui quand même nous assistent dans ce que nous faisons. Justement, cette motivation, surtout au niveau des enseignants, qui peut-être ne viennent pas de la zone, donc avec l'accès qui est un peu difficile, comment ça se passe? Oui, la motivation des enseignants, bien sûr, on n'a pas de... Est-ce que ça, ce n'est pas des facteurs décourageants? Disons qu'il y a peut-être au niveau des cellules, nous assurons quand même le transport des agents qui vont en séminaire, notamment à Rufisque et autres. Mais il n'y a pas quand même à dire une somme accordée aux gens pour motiver tel et tel qui. Mais il y a des activités ponctuelles qui sont déclinées. Il y a un appui qui accompagne les gens, notamment par le bas de nos ressources propres. Et tout ça pour motiver davantage ces vaillants enseignants qu'on a rencontrés, qu'on a vus à la salle des professeurs. Sont disponibles. Par exemple, le Prodofilo avait organisé récemment une causerie vers décembre, donc une causerie les mercredis après-midi. Et on a pu finalement partager sur une révision générale des domaines 1 de philosophie en terminale, avant pour préparer les élèves aux évaluations harmonisées. Parce que nous sommes de l'académie et nous avons les évaluations harmonisées qui couvrent l'ensemble des 12 lycées de Rufisque. Et nous y participons. Ok. Et justement, pour ces évaluations harmonisées-là, donc souvent on en parle beaucoup. Voilà, il y a des problèmes. Il y a de réels problèmes. Donc, comment vous parvenez donc nous essayons de le gérer. Mais parfois, il y a des disparités, il y a d'énormes disparités dans les progressions des enseignements apprentissages d'un établissement à l'autre. Ce qui fait que ça donne des mouvements d'humeur. Il y a même des lycées de la zone où les élèves ont boycotté les évaluations harmonisées cette année. Nous, quand même, on a pu le faire. Mais dans certains cas, on est obligé de demander la formulation d'un sujet interne, au cas où il y a eu en fait préjudice causé aux apprenants. Mais là, on n'est plus dans l'ordre. Non, il subit l'harmonisation, mais après, on fait notre devoir pour essayer de rattraper parfois. Mais ils subissent quand même l'évaluation. Et je demande aux enseignants, si la situation n'est pas du tout imputable à une différence dans la progression, de voir comment évaluer à nous, pour que les élèves ne soient pas finalement les plus lésés. D'accord. Alors, proviseur, donc on ne peut pas ne pas parler de la pandémie de Covid-19. Tout à fait. Donc, nous avons abordé le sujet avec votre IA. Tout à fait. Donc, il nous a un peu parlé donc du fonctionnement de ces établissements. Du dispositif opérationnel qui est mis en place. Tout à fait. On l'a vu à l'entrée de l'école, il y a donc le dispositif de lavage de mains et tout. Absolument. Mais on a vu aussi que dans les classes, donc c'est vraiment un effectif pléthorique que vous avez. Comment vous parvenez à gérer tout ça? C'est très difficile. Nous avons eu, grâce à l'IA, quand même, à opérer à une distribution massive de masques. Je pense que l'année dernière et cette année aussi en début d'année, grâce au conseil départemental. Grâce au conseil départemental, on a aussi reçu des lavoirs, des lave-mains et autres, et tout ça a permis plus ou moins d'avoir
de respecter les règles de distanciation physique et autres là. Mais du moins, les règles de lavage des mains. Mais quant à la distanciation physique quand même, c'est problématique dans nos établissements. C'est vrai que l'année dernière, on n'avait fonctionné qu'avec les classes d'examen. On a pu le faire, mais cette année où tout le monde est là, et on est obligé en tout cas de faire respecter seulement le lavage des mains. Et le reste est aussi le port de masque. On est en train d'y veiller. Et il y a d'ailleurs la réactivation du comité de veille et d'alerte et la visite récente de M. Diong et de son équipe, et l'inspecteur Diong qui était venu ici, ils ont pu nous aider à remettre et aussi mettre à contribution les structures de l'établissement. Parce que l'établissement, non seulement il y a le gouvernement scolaire des élèves, mais il y a les clubs comme le club scientifique et environnemental et qui a sa brigade d'hygiène et de veille d'hygiène qui enlève d'ailleurs les ordures, dont M. John qui lui-même amène ses moyens, il a sa charrette, le garçon avec nous qui est là, il nous aide dans l'opération. Donc on enlève régulièrement les ordures, on essaie de le faire avec les moyens de bord et on nettoie tout ça pour que le cadre de vie soit plus ou moins... Vous avez parlé tout à l'heure de l'inspecteur Diong, voilà. Sanga Diong. Donc on en profite pour lui dire un bonjour aussi. Tout à fait. L'inspecteur Sanga Diong qui est au niveau donc, du PROMET, un projet qui travaille pour la promotion du téléenseignement au niveau donc, du système éducatif sénégalais. Tout à fait. Donc vous aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans ces... Vous avez un dispositif en place pour pouvoir aller vers ce téléenseignement? Non, on a des problèmes parce qu'il faudrait d'abord que la salle informatique soit fonctionnelle avant d'en arriver là. Or, il y a eu déjà des ordinateurs, mais la salle informatique pratiquement est utilisée tout le temps comme salle de classe. Ce qui fait que vraiment, à vrai dire, il y a des problèmes ici. On est obligé de travailler encore à avoir des locaux et à travailler vraiment à mettre en place cette salle informatique informelle. Ce qui fait qu'on n'est même pas encore dans le Planet. On est actuellement encore dans Besgrad, ce qui est pratiquement, dans beaucoup d'établissements, ce n'est plus le cas. Donc, mais le téléenseignement, on sait aussi que ça va au-delà donc, des frontières spatiales ou temporelles. Bien sûr, c'est vrai que nous voulons bénéficier quand même des bienfaits des ressources numériques appliquées à l'éducation par des classes intelligentes. C'est possible. Je crois qu'il y a les tableaux blancs intégrés et autres là qu'il faut utiliser. Mais tout cela, nous attendons vraiment la mise en place d'un local adapté pour pouvoir se mettre aux normes. Nous l'espérons bientôt. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes avec le proviseur du lycée Tivaouane Peulh, M. Mbaye Ndiaye, qui, il l'a dit au début de l'émission, est passé par le lycée de Pikine. Donc, et nous l'avons une fois invité à une de nos émissions. C'était pour parler de la laïcité. Tout à fait. Parce que c'est un historien, et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes revenus le voir. Tout à fait. Pour parler aussi un peu de l'actualité. Donc, actuellement, il est beaucoup question. Donc, pas de religion cette fois-ci, ni de confrérie, mais surtout d'ethnie, donc et tout ça, et l'historien qui a certainement a un point de vue par rapport à ça. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Cette question est aujourd'hui une question d'actualité. Au lendemain notamment des affrontements que nous avons eu à déplorer dans l'espace universitaire, entre certainement des étudiants ressortissants de Casamance, je crois, et du Kekeno, et des gens de nos parents de Ndefleng, et qui, nous le savons, nous l'avons tous appris, avait causé énormément de dégâts. Et je pense que nous devons nous tous nous ressaisir et essayer de préserver les fondements de notre nation, fondements, je rappelle, qui sont parfois vulnérables. Je crois que ça s'agit de ces considérations ethnico-tribales sont souvent agitées dans les périodes de crise, dans les conjonctures de crise politique ou économique et autres. En tout cas, dans des situations où souvent il y a des remises énormément de questions. Les gens ont tendance à des replis identitaires. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps que nous posions les vrais problèmes, que nous reposions un peu chez nous la nécessité d'une véritable démocratie apaisée, la nécessité aussi d'une cohabitation harmonieuse entre les différentes communautés. Et cela sur la base du travail, de l'honnêteté des valeurs que nous devons reconstituer, du respect de l'autre et aussi du travail. Parce que c'est par le travail seulement, je crois, que nous pourrons émerger. Et aussi que la politique telle qu'il est soit revue et corrigée, qu'il soit donc assaini, afin que vraiment les ambitions politiques
des uns et des autres ne viennent pas vraiment, en tout cas, ne viennent pas gâcher tout ce que nous avons fait en plus de 50 ans d'indépendance, de 60 ans d'indépendance, pour que ce pays-là soit une nation respectée. Effectivement. Et cet héritage de nos pères, de nos grands-pères, et que nous devons léguer à nos enfants, doit être préservé. D'accord. D'accord. Alors, on arrive au terme de cette émission. On va permettre donc à Monsieur le Proviseur de dire un dernier mot. Monsieur Sarr, nous sommes très très ravis de votre présence parmi nous aujourd'hui pour visiter les réalités de notre établissement et mieux faire connaître l'école, qui est quand même une école à plusieurs vitesses. Mais dans l'ensemble, il faut dire que nous sommes ici une communauté éducative motivée et engagée. Qui aussi connaît un pluralisme ethnique, un pluralisme religieux. Car le censeur, je ne sais pas, est chrétien, moi je suis musulman. Il y a beaucoup d'éléments ici qui sont chrétiens. Il y a aussi plusieurs nationalités. Parce que nous avons accueilli ici un élève venant de Côte d'Ivoire, un certain Simon May, qui est en terminale. Nous avions des Béninoises de ici, les Issoufou et autres. Donc il y a plusieurs nationalités qui se croisent ici. Il y a même une fille d'origine libérienne qui est dans l'établissement. Donc c'est vraiment un établissement cosmopolite où on essaie de développer une culture de la paix, de la tolérance et on essaie aussi d'encourager l'excellence, même si nos moyens sont très modestes. Et on espère que ces moyens-là vont s'accroître, n'est-ce pas? Avec les décideurs politiques donc, de la zone et d'ailleurs les partenaires donc, de l'éducation nationale. On espère qu'ils vont venir vous voir très bientôt donc, pour vous aider vraiment à aller de l'avant. Les promesses de la DCS en tout cas. Voilà. Chers téléspectateurs, donc, avec vous, nous allons remercier le proviseur, M. Mbaye Ndiaye, de nous avoir accueillis chez lui. Et moi aussi, je vous remercie donc, de nous avoir accompagnés durant tout ce temps. Et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.